Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Durant les 30 prochaines minutes, on va vous présenter comment, avec une seule plateforme d'expérience digitale qui est Liferay, vous pouvez répondre à l'ensemble de vos besoins métiers et sortir d'une approche par silo. En termes d'agenda, on va commencer par évoquer une des problématiques majeures qui est rencontrée par l'IT. On va ensuite passer à la définition d'une Digital Experience Platform, une plateforme d'expérience digitale, voir les différents cas d'usage qu'elle peut couvrir, voir les bénéfices de cette DXP, et pour finir avec un comparatif entre ce que apporte SharePoint et ce que peut apporter Live. Je vous invite au début de prendre un peu d'auteur. On va regarder, si on regarde un peu les études publiées récemment sur le marché, on voit qu'il y a un fossé qui est creusé entre les ambitions métiers d'un côté et les capacités IT de l'entreprise d'un autre. Donc, les métiers souhaitent délivrer de plus en plus des expériences digitales modernes, sans couture, hyper personnalisées, omnicanales, simples, fluides, etc. Ils veulent délivrer ça pour un large spectre d'utilisateurs, qui soient des utilisateurs, des collaborateurs internes ou des utilisateurs externes comme des prospects, des clients, des partenaires, des fournisseurs. Ils veulent délivrer ça aussi sans se soucier de la complexité du legacy system que l'entreprise dispose, etc. Et d'un autre côté, vous avez l'IT qui, lui, essaye de répondre à ces besoins métiers qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus complexes avec des systèmes conçus principalement pour de la collaboration interne, des systèmes pensés en silo et implémentés en silo, et des systèmes vraiment dédiés qui sont fermés. Donc, c'est là une des problématiques majeures qu'on va essayer de résoudre avec une Digital Experience Platform. Donc, avant de commencer, avant de rentrer dans les détails hein, du comparatif entre Liferay et SharePoint, des fonctionnalités offertes par les deux plateformes, des cas d'usage qu'on peut couvrir, etc., je vais m'attarder un peu sur la définition d'une Digital Experience Platform. C'est quoi une Digital Experience Platform? Alors, une Digital Experience Platform n'est pas un nouveau concept, hein. C'est un concept qui existe depuis de 10 ans déjà, mais on voit toujours des entreprises travailler en silo et implémenter des services en silo. Hein, si je prends par exemple le Web Content Management ou le CMS pour la création du contenu, création, la gestion des sites, etc., on voit toujours des entreprises utiliser WordPress en solution en silo. Pour tout ce qui est portail et tout ce qui est Authenticated Experience, expérience authentifiée, on voit toujours des entreprises qui ont recours à SharePoint et on va voir les limitations de ce modèle-là. Aussi, pour tout ce qui est commerce, on voit des entreprises qui ont recours à des solutions comme Shopify. Avec le temps, toutes ces fonctionnalités, les fonctionnalités de ces trois segments ont convergé pour être définies disons, consolidées dans une seule plateforme, une expérience qui est la plateforme d'expérience digitale ou DXP. Donc, un des clés pour gagner en agilité, en efficacité, c'est d'adopter une plateforme d'expérience digitale qui va pouvoir regrouper, adresser l'ensemble des fonctionnalités qu'on a pu avoir avec des solutions verticalisées ou des solutions en silo. Donc, pour entrer un peu plus dans le détail, une plateforme d'expérience digitale doit inclure une large gamme de fonctionnalités et de services, hein. En premier, bien sûr, le CMS, le Content Management System, pour pouvoir gérer le contenu, publier du contenu d'une manière aisée par les métiers. La deuxième fonctionnalité, c'est tout ce qui est site. Quand je parle de site, c'est créer des templates, créer des modules réutilisables qu'on peut drag and drop sur des pages, créer créer l'expérience, enfin les formulaires, etc. Euh, on parle aussi de personnalisation, une fonctionnalité de personnalisation qui est une des fonctionnalités clés. On va pouvoir adresser différents segments, différentes populations avec des contenus différenciés, des pages différenciées pour créer de l'engagement du prospect, de l'engagement du client, etc. On a aussi les fonctionnalités de DAM, Digital Asset Management, ou gestion des documents et des documents digitaux.
qui doit être une fonctionnalité clé. Et là, on ne parle pas uniquement de documents, mais on parle aussi de vidéos, d'images, etc., qui doivent pouvoir être gérées par plateforme d'expérience digitale. De plus en plus, on a des demandes aussi d'adresser des fonctionnalités de commerce pour gérer les comptes, les factures, la logistique, les stocks, etc. On a aussi besoin de fonctionnalités d'analyse de pointe afin de pouvoir, d'une manière extrêmement fine, comprendre les comportements de nos utilisateurs sur la plateforme, comprendre aussi comment on peut améliorer notre expérience digitale qui est apportée à ces utilisateurs et avoir plus d'engagement, plus de valeur sont extraits par ces parcours digitaux qu'on met en place. Bien entendu, on a besoin des fonctionnalités de recherche, des recherches bien sûr sémantiques. On va parler en français naturel, etc., ou en anglais, et pouvoir avoir un contenu adapté, des images, du contenu vidéo, du contenu texte, etc., qui est recherché d'une manière extrêmement dynamique en comprenant le sens de l'intention de l'utilisateur final. Et bien sûr, toutes ces fonctionnalités doivent être délivrées d'une manière omnicanale, pas uniquement sur le web, mais aussi sur le mobile, sur des wearables, sur des équipements qu'on porte, etc. Donc, c'est ce qu'on attend aujourd'hui d'une plateforme d'expérience digitale moderne. Alors, la problématique qui est souvent rencontrée, un des problèmes actuels qui est souvent rencontré par les entreprises et par l'IT et qui est un frein à leur transformation, c'est la fragmentation. Aujourd'hui, on a un écosystème existant de services ID hein, qui sont hétérogènes et qui sont en silo, et donc du coup, qui ont des couches de présentation pour l'utilisateur final qui sont fragmentées. Du coup, on a une expérience qu'on délivre qui est fragmentée. Ça, c'est d'une manière historique parce qu'on a hérité, parce qu'on a une dette technologique et un écosystème existant de cette manière. Donc, un des avantages, hein, un des bénéfices qui est apporté par une DXP, c'est il faut voir la DXP comme une surcouche, hein, comme une pieuvre là, qui vient s'interconnecter avec l'ensemble de l'écosystème existant, l'ensemble des services existants, pour créer des expériences digitales ou des applications, des services sans couture, performants, modernes, omnicanal, etc. Donc, et avec une DXP, on peut aussi avoir la fonctionnalité clé d'analyse, hein. C'est un élément essentiel pour augmenter notre performance, euh, l'impact qu'on a des services qu'on délivre aux utilisateurs finaux. Donc, si je prends un peu la définition de Gartner, hein, et donc, qui est une définition de référence sur le marché, c'est quoi une plateforme d'expérience digitale? C'est un ensemble intégré de technologies reposant sur une plateforme commune. Donc là, on voit cette convergence-là qu'on avait présentée dans quelques slides avant et qui offre un large éventail de publics, pas uniquement à des collaborateurs internes, mais à tout type d'audience, collaborateurs internes, prospects, clients, partenaires, fournisseurs, etc. On doit offrir un large éventail de public, euh, bien sûr un accès sécurisé et personnalisé enfin, aux informations. Le mot personnalisé est très important ici pour apporter de l'hyper-personnalisation dans l'expérience qu'on délivre et à travers de nombreux points de contact numériques. Donc là, on parle d'omnicanalité. Et pour cela, il faut qu'on combine un ensemble de services et de fonctionnalités dans la même plateforme, par exemple la gestion de contenu, la personnalisation, l'intégration avec les systèmes existants, l'analytique, le support mobile, etc. Donc, maintenant qu'on a défini c'est quoi une DXP, on va se pencher un peu sur les différents cas d'usage qu'on peut couvrir avec une DXP. Le premier cas d'usage, c'est bien entendu les sites web, hein. Quand on parle de sites web, on parle de sites web multimarques, multilangues, avec des systèmes de contribution, de contenu, de publication qui sont extrêmement aisés et pensés pour qu'ils soient très aisés, très simples pour les métiers. Le deuxième cas d'usage qu'on couvre, bien sûr, c'est tout ce qui est portail client ou expérience authentifiée pour des clients B2B. Je prends l'exemple, par exemple, de clients, par exemple, entreprise, pour une entreprise pour un distributeur d'énergie, ou des clients aussi B2C. Prends l'exemple d'un portail d'assurance où les clients se connectent et voient leur assurance vie, leur assurance auto, ils peuvent suivre leur sinistre, déclarer un incident, suivre leur paiement, etc. Tout ça, c'est un cas d'usage qui est couvert, qui doit être couvert par une DXP. Le troisième cas d'usage, c'est tout ce qui est intranet et le portail collaborateur. Donc, c'est là où
beaucoup d'utilisateurs SharePoint, enfin, c'est là où c'est un périmètre où SharePoint est le plus utilisé. Et c'est aussi un des services qui est parfaitement couvert par IndexP. Le quatrième cas d'usage, c'est tout ce qui est portail partenaire. Quand je parle de partenaire, ça peut être un portail fournisseur, ça peut être un portail distributeur, etc. Et le cinquième et dernier cas d'usage qu'une DXP moderne doit couvrir, c'est tout ce qui est e-commerce. Donc, on peut faire de l'e-commerce B2B, on peut faire aussi une expérience de shopping B2C. Tout ça, c'est couvert euh, par, par une DXP. Donc, ce sont les cinq cas d'usage que DXP doit couvrir. Donc, maintenant, faisons un comparatif entre SharePoint et Liferay DXP sur les fonctionnalités qui sont couvertes euh, par rapport à ce dont on a besoin dans une entreprise. SharePoint est sans doute un système extrêmement robuste et très, très bien conçu pour la collaboration d'équipe, hein, quand il s'agit de partager des informations entre les équipes, de taguer des gens, de suivre un fil d'information. SharePoint répond parfaitement à ce cas d'usage. Mais aussi, SharePoint aussi fait très bien tout ce qui est gestion de documentaire, le versionning, le labeling, etc. Tout ça, c'est couvert par SharePoint. Bien entendu aussi, parce que c'est un module Microsoft, l'intégration avec Microsoft 365 est une intégration native. Maintenant, si on regarde un peu le pendant Liferay et on voit un peu ce que peut offrir Liferay, une plateforme d'expérience digitale comme Liferay versus SharePoint. Liferay offre l'ensemble des fonctionnalités couvertes par SharePoint. Par exemple, la collaboration d'équipe, la gestion documentaire et l'intégration Microsoft. Mais on va encore plus loin. Je prends par exemple l'intégration avec Microsoft 365. On fait cette intégration, mais aussi on fait l'intégration avec la suite Google. Idem pour la gestion documentaire, etc. Par ailleurs, on fait, en ce qui concerne le développement de portail, hein, externe ou interne, on peut le faire d'une manière native, hein, avec Liferay, tandis que SharePoint est plutôt dédié à des collaborateurs, enfin, à des portails internes. Donc, avec Liferay aussi, on peut apporter une personnalisation avancée de l'expérience digitale. Et c'est une des fonctionnalités clés pour améliorer la conversion, par exemple, des prospects en clients et l'engagement de vos clients pour augmenter leur valeur. Donc, cette personnalisation se matérialise en créant ce qu'on appelle, nous, des segments qui s'appliquent non seulement pour les collaborateurs internes, mais aussi pour tout utilisateur externe consommant du service présenté par Liferay. On prend par exemple, juste par exemple, une direction métier pour laquelle, de votre entreprise, pour laquelle vous souhaitez apporter un contenu, des services, des données, un look and feel qui est différent du même site, hein, qui est apporté pour un autre collaborateur. Et donc là, on peut nativement, à travers les fonctionnalités natives de Liferay, apporter et couvrir l'ensemble de ces fonctionnalités. Donc, le dernier point, c'est que aussi avec Liferay, puisque c'est du multi-tenant, vous pouvez gérer plusieurs sites, vous pouvez couvrir les cinq cas d'usage qu'on a déjà évoqués, et vous pouvez gérer plusieurs marques, etc. Tout ça, c'est natif et tout ça, c'est extrêmement simple à déployer. On voit très bien que Liferay, c'est SharePoint plus pour couvrir l'ensemble de l'audience, l'ensemble des audiences que vous devez adresser aujourd'hui parce que les métiers les donnent. Donc, si on veut un peu rentrer un peu plus dans le détail, hein, et couvrir, regarder point par point ce que Liferay apporte par rapport à SharePoint. Donc, l'objectif principal de SharePoint, on l'a dit, c'est la collaboration interne, la gestion documentaire, tandis que Liferay touche une audience beaucoup plus large, que les collaborateurs internes s'adressent à des clients, des prospects, des partenaires, etc. Les cas d'usage principaux de SharePoint étant l'intranet et le partage de fichiers avec LifeDXP, vous pouvez faire de l'Internet, bien sûr, vous pouvez faire le partage de fichiers, mais aussi vous pouvez faire avec la même stack technologique, avec la même fondation technologique et sans surcoût, des sites web publics, un portail identifié, de l'e-commerce, etc., etc. SharePoint, si vous le déployez en tant que portail externe, vous avez un support limité et une expérience aussi limitée euh, que vous pouvez apporter, tandis qu'avec Liferay, vous avez toutes ces expériences d'une manière native et un support natif sur l'ensemble de vos besoins.
En termes de workflow, hein, une des fonctions et d'automatisation des processus, une des fonctionnalités clés. Donc, si vous prenez SharePoint, vous devez forcément intégrer un moteur de workflow externe ou utiliser, par exemple, Power Platform. Tandis qu'avec Liferay, vous avez un moteur de workflow. Vous pouvez créer des workflows qui soient de publication ou des workflows métiers, des processus métiers, d'une manière native avec un composant natif de Liferay. Ou bien sûr, intégrer avec des PPM plus, disons, euh, plus évolué ou plus performant sur un segment métier comme du Camunda. Et ça, c'est une intégration native avec des connecteurs natifs. SharePoint, vous avez une intégration forte avec Microsoft 365, mais limitée. On n'a pas une intégration étendue avec d'autres systèmes, tandis que c'est un des points forts de Liferay DXP. Vous avez, tout est apaisé dans Liferay, tous les objets sont apaisés, même les objets que vous créez sont apaisés. On adopte la technologie OpenAI. Donc, vous avez, pardon, en quelques clics, une intégration. Toutes les API sont créées pour pouvoir intégrer avec l'ensemble des systèmes, l'ensemble de votre écosystème et non pas uniquement limité à des suites Microsoft. En termes de customisation ou de personnalisation ou d'apporter des modules supplémentaires à la plateforme, avec SharePoint, vous êtes limité généralement, principalement sur une technologie .NET, alors qu'avec Liferay, c'est une plateforme agnostique. Il n'y a pas de langage Liferay. Vous pouvez écrire avec le langage que vous souhaitez, qu'il soit React, Angular, Node.js, Python, Java, tout ce que vous souhaitez, les extensions que vous souhaitez, qu'ils soient des extensions front-end ou back-end. On a une approche agnostique et ça permet de réduire les coûts aussi et d'aller d'une manière standardisée et de réduire le time to market. En termes de flexibilité de déploiement, bien entendu, avec SharePoint, vous avez principalement du Microsoft Cloud, tandis qu'avec Liferay DXP, vous pouvez faire du SaaS, du PaaS et aussi de l'on-prem que vous pouvez déployer sur l'hyperscalaire ou votre cloud privé de votre choix. En termes de design system, c'est une des fonctionnalités clés hein, pour apporter de la personnalisation, pour gérer finement le design de vos services et pour délivrer une expérience améliorée pour vos utilisateurs. Donc, avec Liferay, vous avez un design system qui est intégré natif et vous pouvez intégrer n'importe quel design system extérieur d'une manière très aisée, alors que avec Microsoft, enfin avec SharePoint, vous êtes plutôt limité. Euh, Si on regarde un peu en détail les fonctionnalités natives de Liferay, je vais parcourir rapidement cela. On a à peu près 150 modules qui sont prêts à l'emploi, hein. C'est comme une boîte de Lego géante avec des briques qui sont prêtes à l'emploi. Ben, vous en avez 50. Et chaque brique, c'est un monde. Bien entendu, vous avez tout ce qui est design system, vous avez la gestion de l'expérience pour pouvoir délivrer des expériences différenciées en fonction du segment des utilisateurs ciblés. Vous avez une gestion de tout ce qui est contenu digitaux, qu'il soit fichiers, vidéos, images. Vous avez du low-code pour accélérer la mise en place de vos applications. Vous pouvez faire du drag and drop, des formes, des formulaires, créer des workflows, etc., pour créer l'expérience que vous souhaitez, donc l'histoire digitale que vous souhaitez apporter à vos utilisateurs. Vous avez une brique analytics qui est très poussée, que vous pouvez, à travers laquelle vous pouvez comprendre le comportement de chaque utilisateur et rentrer dans une boucle d'amélioration continue de services que vous délivrez. Vous avez la segmentation et la personnalisation qui est liée aussi à la gestion d'expérience, la recherche très avancée, une recherche sémantique, etc. Le support multicanal pour pouvoir gérer l'ensemble de vos canaux avec une seule plateforme et d'une manière extrêmement simple, tout ce qui est collaboration et social interaction, et tout ce qui est gestion d'identité. On peut gérer les identités, on peut aussi s'intégrer avec un système de single sign-on de votre choix. En termes d'intégration et d'interopérabilité, j'ai déjà mentionné ça. On est basé sur de l'OpenAI. Vous pouvez en quelques clics créer l'API de votre choix. Tout est APIisé et vous pouvez même consommer de Liferay dans un mode headless. Euh, si je passe ensemble quelques autres éléments, je ne veux pas tout commenter, mais vous pouvez faire la gestion, bien sûr, du contenu à travers les fonctionnalités de GS, de CMS. Vous avez une brique commerce qui est complète. Vous avez la gestion des comptes, de la facturation, des stocks,
des promotions, des livraisons, de la documentation réglementaire, etc., qui diffère d'un pays à l'autre, etc. Tout ça, vous pouvez gérer avec la même brique qui est la brique commerce. Il y en a 150 comme ça. Euh, Voici pour ma part, je vais passer la parole à Adrien. Merci Elias. Donc on va faire un focus sur les fonctionnalités qui nous intéressent vraiment pour la comparaison avec SharePoint. Donc là, on peut le voir sur cette petite vidéo. Euh, Vraiment, le but, c'est de donner de l'autonomie aux équipes métiers, par exemple aux équipes marketing, pour qu'elles aient la possibilité de pouvoir designer les pages comme elles le souhaitent, de la manière dont vraiment la manière dont elles le veulent, sans avoir une trop grosse adhérence avec les équipes IT. Donc, les équipes IT vont créer les composants, les fragments une seule fois. Et ensuite, les équipes métiers vont pouvoir les réutiliser sur une, deux, cinq, 10, 20 pages différentes et avoir une vraie autonomie sur comment est-ce qu'ils vont créer la page et comme on peut le voir sur la vidéo, de manière très intuitive. Donc, vraiment, le but, c'est une flexibilité totale pour les équipes métiers pour créer le contenu comme ils le veulent sans avoir besoin à chaque fois des équipes métiers. Et donc, ce qui va avec l'expérience ensuite, c'est la partie personnalisation où on va pouvoir, on va le voir juste sur la slide d'après, mais rapidement, on va pouvoir créer euh, une expérience différente en fonction du visiteur qui est actuellement sur la page, qu'il soit connecté ou pas d'ailleurs, et on va pouvoir l'intégrer avec un outil Liferay sur la partie Liferay Analytics Cloud qui va permettre de pouvoir sortir toutes les métriques sur comment se comportent les utilisateurs sur notre site. Donc là, sur la petite vidéo qu'on peut voir sur la personnalisation, on peut voir qu'on peut créer, Elias en parlait, une nouvelle expérience en fonction d'un segment d'utilisateur. Donc on va créer un segment, là par exemple en fonction de son âge, en fonction de son statut marital. On va pouvoir vraiment définir un segment pour targeter tel ou tel type d'utilisateur avec des informations aussi de session, où est-ce qu'il se situe, sa langue. Et en fonction de ça, on va pouvoir créer une page totalement différente, adapter tout le contenu, voilà, changer le contenu, changer les différents textes, changer l'image qu'on veut. On pourrait supprimer cet élément-là et en mettre un autre à la place. Donc vraiment avoir une toute nouvelle expérience en fonction des utilisateurs, si je suis déjà connecté, si je suis déjà client ou pas. Ensuite, on a toute la partie contenu. Donc, sur SharePoint, on a déjà la possibilité, par exemple, d'avoir des wikis, des forums, des blogs, un calendrier global. Sur Liferay aussi, on a des éléments de base pour pouvoir créer une base de connaissances, un wiki, un forum très facilement, juste comme on l'a vu sur la vidéo tout à l'heure, avec un drag and drop pour pouvoir créer l'expérience et créer le site comme on le souhaite. Et bien sûr, tout en prenant en compte aussi de tout l'aspect SEO. Donc ensuite, autre grosse fonctionnalité, on a, Elias en parlait au début, toute la partie gestion des assets, le DAM, donc que ce soit des documents, des images, des vidéos, on va centraliser tous ces aimants-là et ils seront disponibles pour un ou plusieurs sites. Euh, on va avoir aussi une structure, on va vraiment donner une structure dans cette gestion de contenu. On va pouvoir avoir des dossiers, stocker dans des dossiers, on va pouvoir gérer l'historique, on va avoir une gestion très fine des droits. Donc on peut gérer vraiment à la maille la plus haute au niveau de l'espace qu'on va créer, donner des permissions à cet endroit-là. On peut aussi donner des permissions par dossier, on peut donner aussi des permissions par fichier même. Donc au sein d'un même dossier, on peut avoir certains assets qui ont des permissions différentes. Donc vraiment, on a une granularité très fine au niveau des permissions. On a bien sûr un historique là-dessus et ça va être lié avec la partie recherche où Liferay intègre Elasticsearch comme moteur de recherche qui va permettre de pouvoir avoir une recherche très pertinente et assez facilement. Sans développement, on va avoir ce qu'on appelle des blueprints où on va intégrer là pour ma barre de recherche, pouvoir indiquer qu'on veut seulement tel type de contenu qui soit retourné. Donc, on ne veut pas retourner tel type de contenu pour cette barre de recherche exactement là. On va pouvoir booster les contenus assez facilement booster par type de contenu. On aura bien sûr les filtres avancés avec les facettes.
Donc toute cette partie-là, on facilite la recherche. Autre fonctionnalité dont Elias parlait tout à l'heure, c'est la partie workflow et les formulaires. Donc là, on va vraiment pouvoir créer des formulaires. Là, dans notre cas, un formulaire de satisfaction. On va avoir un objet qui est associé derrière. Et très facilement, dès que une nouvelle personne va remplir ce formulaire de satisfaction, on va pouvoir avoir des actions très facilement de fait et créer les formulaires associés vraiment d'une manière très simple. Encore une fois, du drag and drop, on choisit les éléments qu'on souhaite, comment on souhaite les disposer. Donc vraiment, encore une fois, les équipes métiers ont vraiment la main pour choisir et pour définir ce qu'elles souhaitent faire. Et ensuite, on peut appliquer des règles là-dessus et des workflows pour vraiment pour répondre aux besoins métiers sur la gestion de contenu. Par exemple, on va avoir une équipe qui va créer le contenu, mais elle n'aura pas le droit de le publier. Ça va être ensuite, via le workflow, envoyé à l'équipe de traduction, qui va, elle, ensuite, après, l'envoyer à l'équipe de validation. Et donc, c'est via ces workflows-là. Et sur ces workflows-là, on va aussi pouvoir voir les exécutions de ces workflows-là, voir comme on peut le voir sur la slide suivante, sur les workflows, on va voir leurs exécutions, les succès qu'il y a eu, si jamais il y a eu des erreurs en fonction des types de contenus, s'il y a eu des erreurs sur quelle étape il y a eu des erreurs. Et tout ça, encore une fois, sans aucun développement spécifique. C'est vraiment des fonctionnalités qui sont mises à disposition par Liferay. Et donc, le dernier né de chez Liferay, c'est toute la partie AI Hub, c'est l'IA, donc sans les barrières techniques. Donc, on a un module de Liferay qui permet de pouvoir intégrer l'IA dans Liferay pour répondre à des besoins métiers. Donc là, dans cet exemple, on a créé un agent qui va permettre de pouvoir créer un site. Je vais lui prompter, je vais lui donner un prompt sur la création d'un site, là, dans le cas d'un DevCon, d'un événement interne, d'un événement chez Liferay. Donc, on va juste le prompter. On va pouvoir le connecter à n'importe quel LLM. Pour le moment, il est avec Gemini, mais à terme, on a à vocation d'avoir un Bring Your Own LLM. Donc, si vous avez déjà votre LLM, vous allez pouvoir le connecter à notre outil de AI Hub. Et donc, vous ne serez pas fermé à choisir tel ou tel LLM. Donc là, comme on peut le voir, le LLM réfléchit. Il va créer, il réfléchit aux différents contenus qu'il doit créer euh, et tout en respectant les best practices de Liferay. Donc là, il nous donne le rendu de ce qu'il va faire et ensuite, il va créer tout ce site-là. On va pouvoir avoir la main et on va créer un site qui respecte les best practices de Liferay, comme on l'a vu sur la première vidéo, avec les différents fragments qui vont s'adapter au style. Si je veux changer la couleur va pouvoir se changer de partout. Et c'est aussi du contenu. Donc, ce n'est pas juste un site vide, une coquille vide. On a du contenu qui est associé sur la partie CMS. Donc voilà un petit peu sur les fonctionnalités clés qu'on peut avoir sur Liferay. Merci Adrien. Pour résumer, Liferay est une plateforme DXP qui offre un large spectre de fonctionnalités, comme vous l'avez vu. Mais aussi, c'est une plateforme robuste, sécurisée. C'est tout ce qu'on peut attendre d'une DXP, d'une plateforme d'entreprise, hein. Et donc, bien entendu, tout commence par votre idée. Donc, on n'est pas, c'est une plateforme ouverte qui va adresser l'ensemble de votre audience, l'ensemble de vos cas d'usage. Tout commence par l'idée et en fonction de votre idée, on va pouvoir utiliser un autre de ce module. Deuxième constat, c'est qu'une Liferay, c'est une plateforme dynamique. On a toujours des développements extrêmement dynamiques. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le Content Marketing Platform qui va permettre de gérer des campagnes marketing. C'est dédié pour les métiers. On va pouvoir orchestrer des campagnes marketing et gérer la collaboration entre les différents marketeurs et les métiers, etc., d'une manière extrêmement simple. Et ça, c'est sans aucun développement. On a l'AI Hub qui a été adressé par Adrien, mais on a aussi, bien entendu, l'ensemble des autres modules qui sont natifs dans Liferay. On va ouvrir maintenant, compte tenu du temps, peut-être la porte aux questions, s'il y en a. Lauriane, est-ce que tu vois des questions? Elias, on a un petit peu à court de temps, donc ce que je D'accord. propose, c'est qu'on puisse répondre aux questions. On en avait quelques-unes, on pourra y répondre
dans un email de follow-up aux personnes intéressées et également à toutes les personnes qui ont participé au webinaire. Ok. Merci. Merci d'être là et à très bientôt, on espère. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.